Bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir commencer. Donc, pendant ce webinaire, je vais parler de mon mémoire d'actuariat que j'ai réalisé au sein de SCORE, dans l'équipe Data Analytics, sur le sujet de l'intelligence artificielle et de son utilisation en assurance de manière éthique. Et plus particulièrement sur comment gérer la discrimination dans la modélisation du risque et surtout comment l'éviter. Donc, on va commencer par une petite introduction. L'éthique et les questions de discrimination sont un sujet ancien avec des notions très complexes et qui relèvent du domaine de la philosophie. Récemment, dans les dernières années, de nombreux modèles utilisés couramment, commercialement aussi, ont parfois été dénoncés comme discriminants, et ce, dans de nombreux secteurs. On peut penser à certains exemples très connus, comme par exemple un modèle qui classait les prisonniers pour savoir lesquels pourraient être libérés, qui s'est avéré discriminant contre la population afro-américaine donc aux États-Unis. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans les dernières années et c'est pourquoi de plus en plus de travaux se concentrent sur le sujet pour essayer de trouver des solutions. Et en plus, un dernier point important dans cette introduction, c'est que les régulateurs et le public sont de plus en plus attentifs à tous les sujets autour de la discrimination et de l'équité dans l'utilisation des données dans les modèles de machine learning. Et plus particulièrement pour notre cas en assurance. Donc, pendant cette présentation, on va commencer par parler des concepts clés autour de la réglementation sur la discrimination. Ensuite, on va regarder deux cas, donc d'abord sur des données simulées pour voir facilement les effets de ce que je vais appliquer. On va voir comment on peut atténuer la discrimination sur ces données simulées. Ensuite, on va regarder un cas pratique qui a été d'estimer la mortalité d'individus atteints du mélanome cutané et comment atténuer la discrimination sur ces données réelles. Et enfin, je conclurai. Donc, pour commencer, pour les concepts clés sur la réglementation et autour de la discrimination, on va rappeler quelques petites choses importantes en assurance vie. Les concepts de segmentation et de mutualisation sont l'essence même de l'assurance, où les pertes sont la responsabilité collective d'un pool. Donc, pour cela, ce que font les assureurs, c'est créer des classes homogènes de risques pour adapter les primes au profil de risque et éviter d'avoir de l'antisélection. L'équité actuarielle est très importante en assurance et signifie que chaque assuré contribue proportionnellement à son risque. Mais la question est comment est-ce qu'on peut déterminer le risque réel? Parce qu'on a accès à de nombreuses variables, de nombreuses informations, mais le risque qu'on estime, est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il est biaisé? Est-ce qu'il est discriminant envers certains groupes? Pour modéliser le risque, et dans notre cas, ce sera les taux de mortalité, on a plusieurs contraintes. Tout d'abord, statistiques, ce qui signifie que les variables et les informations qu'on utilise doivent être pertinentes statistiquement dans le modèle, avoir un impact. On a aussi des contraintes médicales parce que les variables qu'on utilise doivent être cohérentes avec la littérature médicale. Et enfin, on a un dernier type de contrainte qui est que les variables qu'on utilise et les informations doivent être disponibles à l'assureur au moment de la souscription. Donc, avec ces trois types de contraintes, on pourra sélectionner les variables qu'on a le droit d'utiliser, enfin, qu'on peut utiliser dans le modèle. Donc maintenant, pour les questions d'équité et de biais, pour des questions de réputation et également de réglementation, les pratiques assurantielles doivent être équitables. Bien sûr, l'équité peut être vue de manière très différente, d'un point de vue légal, d'un point de vue éthique, d'un point de vue statistique, on peut définir ce que c'est que l'équité. Dans la réglementation actuelle, ce qu'on dit, c'est qu'il faut éviter d'utiliser certains critères. Par exemple, pour la tarification auto, ne pas utiliser le genre.
Mais on a alors un problème très important qui est, si on n'a pas accès à ces informations sur le genre, par exemple, comment est-ce qu'on peut vérifier s'il y a discrimination entre hommes et femmes? Eh bien, la réponse, c'est qu'on ne peut pas. Il faudra donc trouver des solutions à cela. Et enfin, il y a plusieurs types de biais. Le biais de type 1, c'est quand on crée des classes qui ne reflètent pas le risque. Le biais de type 2, c'est quand les classes que l'on crée reflètent une corrélation qui n'est pas causale avec le risque. Et le biais de type 3, c'est quand les classes reflètent une réalité statistiquement causale, mais qui n'est pas acceptable éthiquement. Les biais 1 et 2 sont relativement faciles à corriger, mais le biais numéro 3 est difficile à corriger parce que ce sont des principes éthiques qui sont difficilement transcriptibles dans les programmes, dans les modèles. Donc maintenant, pour les définitions de la discrimination. On a deux types de discrimination. D'abord, la plus simple et la plus évidente, c'est la discrimination directe. Elle se traduit dans la data science et dans le machine learning par l'utilisation de variables protégées pour prendre la décision. On utilise explicitement ces variables pour prendre une décision et si on les utilise, ça peut mener à de la discrimination, dite dans ce cas direct. Le deuxième type est la discrimination indirecte. C'est quand le traitement est apparemment neutre, c'est-à-dire qu'il se base sur des variables non protégées, mais au final, on a des groupes qui sont traités différemment. Et ça, c'est souvent dû à ce qu'on appelle des variables proxy qui permettent de retrouver en fait les variables protégées à partir d'elles. Mais j'ai parlé des variables protégées. On peut se demander quelles sont ces variables protégées et comment elles sont définies. Donc, elles sont définies par la loi, mais bien sûr, elles dépendent de la juridiction et du secteur d'activité et de nombreux autres paramètres. Par exemple, aux États-Unis, on n'a pas les mêmes variables protégées qu'en France. Dans la réglementation actuelle, comme je l'ai mentionné juste avant, on n'a pas le droit d'utiliser les variables protégées et il faut éviter d'utiliser certains proxys. Mais il n'y a pas de règle pour mesurer la discrimination indirecte en assurance. Discrimination indirecte, c'est quand on n'utilise pas les variables protégées et on ne sait pas encore, enfin, on n'a pas de règle officielle pour savoir comment la mesurer. Mais on observe quelques premiers efforts de définition aux États-Unis avec le fameux Disparate Impact, qui est une mesure de la discrimination avec des probabilités comparées entre les différents sous-groupes qu'on appelle groupes protégés. Dans les variables qu'on utilise pour notre modèle, on a plusieurs types, donc les variables sensibles. Par exemple, en France, les variables qui sont interdites d'utilisation dans tout processus décisionnel sont par exemple la grossesse, l'information génétique, alors qu'on voit la différence entre pays. Aux États-Unis, seulement 9 États interdisent l'utilisation de l'origine nationale dans les modèles, par exemple. Et après, on peut retrouver ces variables, enfin, on peut retrouver grâce à des variables proxy les variables sensibles. Par exemple, avec le nom, on peut facilement retrouver le sexe et l'origine. Avec l'adresse, c'est surtout le cas aux États-Unis, on peut facilement retrouver l'origine. Avec le métier, on peut retrouver le sexe grâce à des réalités statistiques qui sont observées dans la réalité. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que de très nombreuses variables peuvent servir de proxy et donc que ce n'est pas suffisant de regarder la discrimination directe et que la discrimination indirecte se retrouve tous les jours dans nos modèles, dans nos pensées, sans le vouloir. Donc maintenant, je vais définir le cadre de l'étude et donner quelques définitions statistiques d'équité. Donc dans notre cas, on a S, qui est une variable protégée, qui peut être le genre, l'origine, l'état civil. Et on cherche à faire une classification binaire avec un modèle linéaire. Donc, pour les définitions d'équité, pour les équités de groupe, elles se basent sur la matrice de confusion.
Donc, pour la parité statistique, on cherche à avoir les mêmes taux d'acceptation pour tous les groupes. Pour l'égalité des chances, on cherche à avoir les mêmes taux de vrais et de faux positifs pour tous les groupes. Pour l'égalité des opportunités, c'est seulement les mêmes taux de vrais positifs pour tous les groupes. Et il y a beaucoup d'autres définitions dans les équités de groupe. La deuxième sorte de définition d'équité est l'équité individuelle, où on veut que les individus similaires soient traités de manière similaire. Mais ça implique qu'il faut définir une distance pour pouvoir dire quels sont des individus similaires, ce qui n'est pas toujours évident. Donc tout ça pour dire qu'il y a énormément de définitions statistiques de l'équité et elles ne sont pas toutes compatibles. C'est-à-dire que quand on cherche à respecter, par exemple, la parité statistique, on peut s'éloigner de l'égalité des opportunités. Donc, il faut garder ça en tête et savoir quelle définition on veut utiliser. Ça peut dépendre du cas d'usage, de ce qu'on cherche à faire avec notre modèle et voilà. Donc, moi, j'ai choisi de me baser sur la parité statistique car c'est celle qu'on retrouve le plus souvent dans la littérature, dans les articles de recherche et qui est facilement compréhensible. Donc, le but de ce mémoire, ça a été de trouver des méthodes qui permettent d'atténuer la discrimination, et notamment discrimination indirecte. Donc, dans une première partie, on va regarder des données simulées. Ça permet de contrôler les relations entre les variables, de savoir comment elles sont construites pour pas avoir de surprise, on va dire. Et dans un second cas, on a le cas pratique avec les données réelles. Donc, pour commencer, on va voir comment j'ai créé les données simulées. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'avoir un set de variables non sensibles gaussiennes et deux variables sensibles binaires. Le but, c'était de prédire la variable d'intérêt qui est binaire également. Pour contrôler les relations entre les variables, j'ai décidé de les corréler avec l'aide d'une copule gaussienne. Donc, j'ai mis le processus de simulation à droite. C'est très simple à réaliser sur Python avec les bibliothèques NumPy, par exemple, statistiques, etc. Donc, pour prendre quelques exemples, pour la première partie, donc on simule un vecteur gaussien complet. Et là, on voit par exemple, on a la loi jointe de Z1 et Z2, donc deux de ces vecteurs. Et j'ai décidé de mettre une corrélation positive entre ces deux lois, donc donc la loi jointe se concentre sur l'axe y égale x. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'appliquer la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Et on voit toujours que la loi jointe se concentre sur l'axe diagonal. La dernière étape, c'est d'appliquer l'inverse des fonctions de répartition pour obtenir des variables distribuées selon selon les lois que l'on souhaite avoir. Donc ici, pour donner un exemple de nouveau très simple, j'applique l'inverse des fonctions de répartition de la loi normale. Si ce serait le cas où on voudrait obtenir des lois normales corrélées entre elles, bon, bien sûr, ça ne sert pas à grand-chose de, de faire ce process pour la loi normale parce qu'on avait déjà la loi normale, mais c'est pour expliquer simplement comment on va procéder dans des cas plus complexes. Donc ici, on obtient bien des lois normales corrélées avec, on retrouve bien sûr encore la concentration sur l'axe diagonal. Dans un second cas, si on cherche à avoir une variable qui suit une loi uniforme et une variable qui suit une loi normale, donc on appliquera la fonction de répartition inverse de la loi uniforme et pour le deuxième vecteur de la loi normale. Donc là, on retrouvera toujours une concentration sur l'axe diagonal et ça permet en fait de savoir comment sont corrélées nos variables entre elles, quelles sont les relations. Maintenant, un dernier cas, si on applique à une des variables une loi de Bernoulli, on obtient bien sûr une distribution différente, mais on retrouve toujours cette concentration sur l'axe diagonal et on peut de nouveau savoir quelle est la corrélation entre nos deux variables. Donc, pour nos données finales, on a un set de variables
normale et 3 variables de Bernoulli. Et donc, on utilise le même processus que dans les cas très simples juste avant, en choisissant comment les variables sont corrélées. Donc, ce qu'on obtient, c'est une matrice de corrélation qui ressemble à cela. Donc, l'intérêt de toute cette étape, c'est de connaître les relations entre nos variables et d'avoir des variables avec des lois qu'on voulait obtenir. Un autre point important, c'est que pour les données simulées, à chaque fois, j'ai réalisé sans simulation, donc sans jeu de données, afin d'avoir des intervalles de confiance sur les résultats finaux. Donc maintenant, on va voir comment mesurer et atténuer la discrimination sur ces données simulées. Donc pour commencer, donc j'ai parlé tout à l'heure d'appliquer un modèle qui permet la classification binaire de manière linéaire. Donc ce que j'ai choisi d'utiliser, toujours pour simplifier, c'est d'utiliser un modèle de régression logistique. Donc maintenant, on va regarder ce qu'il se passe quand on applique ce modèle de régression logistique sans rien faire, sans modifier les données, appliquer des méthodes anti-discrimination, on va dire. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le modèle a une bonne performance, avec une précision de 80%. Mais quand on regarde la définition de parité statistique, donc en regardant les taux d'acceptation, on voit qu'il y a des écarts assez importants entre les deux groupes A égale 0, A égale 1, et entre B égale 0, B égale 1. Ça veut dire que pour chacune des deux variables, un des deux groupes est désavantagé par le modèle. Et j'ai regardé également pour les autres définitions d'équité, et c'est la même chose. Les mêmes groupes sont tous désavantagés par le modèle. Et ici, on fait preuve forcément de discrimination directe, car on a utilisé les variables A et B, qui sont les variables protégées, dans notre modèle. Donc maintenant, si on enlève les variables protégées du modèle, si on ne les utilise pas, ça permet d'éviter la discrimination directe. Mais on va regarder ce qu'il se passe. Donc pour la performance, on a une légère baisse de précision, mais pas grand-chose. Et pour les taux d'acceptation, on voit en orange quand le modèle qui utilisait les variables sensibles, donc juste avant, et maintenant sans les variables sensibles en bleu. On voit qu'il y a toujours des écarts importants, certes un peu différents, mais toujours importants entre les groupes. Donc ça veut dire qu'on a affaire à de la discrimination indirecte, même si on n'a pas utilisé les variables dans le modèle. Et tout ça, c'est dû aux relations des variables protégées avec les variables non protégées. On a pu retrouver en fait les informations qui permettent au modèle de discriminer. La variation des écarts entre les taux d'acceptation entre les deux modèles sont dus à la structure de dépendance, donc à la corrélation entre les variables. Donc ça peut changer selon les données qu'on a. Un point important, c'est que on n'aurait pas pu faire toutes ces mesures d'équité statistique sans accès aux variables sensibles. Donc c'est indispensable si on veut mesurer ou même plus tard remédier à la discrimination indirecte, d'avoir accès à ces variables sensibles pour mesurer ici les taux d'acceptation. Donc maintenant, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on va éviter la discrimination indirecte? Donc, en se basant toujours sur la définition de parité statistique, on voulait avoir les mêmes taux d'acceptation pour tous les groupes, ce qui signifie qu'on veut que la variable prédite soit indépendante des variables sensibles. Au premier ordre, l'indépendance, c'est l'absence de corrélation. Donc maintenant, si on se rappelle un peu de nos souvenirs d'algèbre, on peut voir les variables comme des vecteurs dans l'espace des variables centrées de variance finie, et on voit la covariance comme le produit scalaire. Donc ici, j'ai réalisé un petit graphique avec une variable sensible et deux variables non sensibles. Donc ce qu'on cherche à avoir, c'est une indépendance entre variables sensibles et variables non sensibles, ce qui signifie qu'on veut que le produit scalaire, on veut, pour avoir l'absence de corrélation, avoir des vecteurs orthogonaux. Donc le but, ce sera de transformer
les vecteurs non sensibles de manière à ce qu'ils deviennent orthogonaux aux vecteurs sensibles. Et ensuite, on utilisera ces variables non sensibles transformées qui seront donc décorrélées des variables sensibles dans le modèle. Donc, pour rentrer un petit peu dans les détails de la méthode qu'on appelle changement de base, donc on a dit que les vecteurs sensibles ne changeaient pas et que les vecteurs non sensibles étaient transformés de manière à devenir orthogonaux aux vecteurs sensibles. Donc, pour chaque nouveau vecteur non sensible, on veut qu'il soit orthogonal à tous les vecteurs sensibles. On obtient S équations avec S plus 1 inconnu. On a donc une infinité de solutions et il a fallu mettre une contrainte supplémentaire. Donc l'idée, ça a été d'avoir, pour des questions d'interprétation facile, d'avoir le vecteur non sensible transformé proche de celui d'origine, donc en minimisant la distance entre le transformé et l'ancien. La distance toujours définie par le produit scalaire, donc ça nous a permis d'avoir un système d'équations facilement résolvable. Et donc, pour conclure, le nouveau vecteur sera une combinaison linéaire entre son ancienne version et les vecteurs sensibles. Donc ici, on voit le résultat de la transformation. Donc avant la transformation des vecteurs non sensibles, on voit qu'ils étaient tous plus ou moins corrélés avec les deux vecteurs sensibles A et B. Et après la transformation, on a une presque parfaite décorrélation entre les nouveaux vecteurs non sensibles et les vecteurs sensibles. Donc on a réussi à avoir ce qu'on cherchait. Donc maintenant, si on utilise ces vecteurs transformés dans le modèle, qu'est-ce que ça va donner? On a côté pour la performance, on a encore une légère baisse, mais rien de grave. On reste toujours à plus de 80% de précision. Et on voit qu'on a toujours une belle courbe ROC. Pour les définitions d'équité, pour les taux d'acceptation, si on compare le modèle qui utilise uniquement les variables non sensibles et celui qui utilise les variables transformées, on voit que maintenant les taux d'acceptation sont très proches pour tous les groupes. Donc, ça veut dire qu'on a réussi. On a réussi à approcher la parité statistique avec cette transformation. Mais il faut se rappeler que on a fait pas mal d'approximations. Et notamment, on a approché la dépendance à l'ordre 1 seulement, ce qui signifie qu'il pourrait encore y avoir des dépendances non linéaires entre les variables. Nous, ça n'a pas posé problème dans ce cas parce qu'on a utilisé un modèle linéaire, mais si on utilisait d'autres modèles, ça ne marcherait plus. Pour la performance, je l'ai précisé, on a une baisse de précision et de l'AUC parce que forcément, l'information est transformée et moins complète. Mais néanmoins, ça reste acceptable. Donc maintenant, si on regarde le cas réel avec la mortalité des individus atteints du mélanome cutané. Pour la base de données que j'ai utilisée, c'est une base de données bien connue de ceux qui étudient la mortalité des individus atteints de cancer. C'est une base américaine. Et donc, j'ai récupéré toutes les informations sur les individus atteints du mélanome cutané spécifiquement, pour se concentrer sur un cas précis, comme c'est l'usage en modélisation de la mortalité des patients atteints du cancer. Donc, dans cette base de données, j'avais 3 variables sensibles, donc le sexe, l'origine et l'état civil. Et j'avais également plein de variables non sensibles, donc l'âge, des descriptions de la tumeur avec sa taille, sa position, son développement, etc. La problématique maintenant, c'est comment est-ce qu'on va modéliser des taux de mortalité équitables, et ça selon la définition de la parité statistique. Donc, ce graphique, vous vous en rappelez, je l'ai mentionné dans l'introduction. Pour la sélection des variables, il a fallu prendre en compte ces 3 contraintes de statistique, médicale et de souscription. Et vous le savez aussi que la survie est une analyse très spécifique où on observe les données partiellement à cause de tous les phénomènes de censure et de troncature. Et on ne peut pas les ignorer, sinon on aura
une sous-estimation de la probabilité d'occurrence de l'événement d'intérêt, ici le décès. Donc il y a deux solutions pour pallier à cela. Soit on utilise des modèles spécifiques à la survie, soit il faut modifier la structure des données pour utiliser des modèles standards de machine learning en utilisant l'exposition en poids. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire ici pour appliquer, comme dans le premier cas d'usage, enfin pour les données simulées, le modèle de régression logistique. Donc pour cela, j'ai pris en compte l'exposition et j'ai transformé les données en un pseudo-tableau comme vous voyez à droite, dans lequel chaque ligne représente une année, complète ou non, de l'individu. Si on regarde, si on prend un premier aperçu de comment les variables influent sur les taux de mortalité, si on regarde dans les données observées les taux de mortalité à 5 ans, on voit on voit les facteurs qui influent sur cette mortalité. Donc, si on regarde le fait que le cancer soit métastasé, on voit s'il n'est pas métastasé, la mortalité est beaucoup plus faible. S'il est métastasé, elle est beaucoup plus élevée. Selon le stade du cancer aussi, la mortalité augmente à mesure qu'on avance dans le stade du cancer. Donc, ce qui montre que les taux sont cohérents avec la littérature médicale, ce qui est plutôt rassurant. Et maintenant, si on regarde par rapport à nos variables protégées, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément cohérentes et qui diffèrent selon les groupes. Par exemple, pour le sexe, la mortalité est beaucoup plus élevée chez les hommes. Pour l'origine, la mortalité est beaucoup plus élevée pour le groupe Black. Pour l'état civil, pour les veufs, la mortalité est beaucoup plus élevée que pour les autres groupes. Donc, on a des taux de mortalité qui diffèrent, mais il faut faire attention parce que ces variables peuvent être corrélées avec d'autres choses, comme par exemple l'âge. Je pense surtout à l'état civil, qui est très corrélé avec l'âge. Donc, ça ne montre pas forcément que le modèle sera discriminant en utilisant ces données, mais ça montre qu'il faut quand même faire attention et qu'il faut utiliser des mesures d'équité. Donc pour la répartition du nombre d'observations pour les variables sensibles, on voit que en plus des problématiques qu'on a mentionnées juste avant, on a un déséquilibre du nombre d'observations. On a beaucoup plus d'observations pour les hommes que pour les femmes, beaucoup plus d'observations pour certains groupes, certaines origines, certains états civils. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte dans notre modèle et savoir que ça peut aussi mener à de la discrimination. Ici, en regardant les corrélations entre les variables sensibles et non sensibles, donc dans l'encadré noir, on voit qu'il y a quelques corrélations entre les variables, assez relativement faible parce qu'on voit que l'échelle va seulement de moins 0,4 à 0,4 et pas de moins 1 à 1. Donc, ce sont des corrélations qui restent assez faibles, mais qui sont tout de même présentes et qu'on va essayer avec la méthode de supprimer. Donc maintenant, on va regarder l'atténuation de la discrimination sur les données réelles. Donc si, comme tout à l'heure, on applique le modèle de régression logistique à gauche sur toutes les variables, y compris les variables sensibles, on voit qu'il y aura un écart de taux d'acceptation entre femmes et hommes. Et si on applique le modèle sans les variables sensibles, avec seulement les variables non sensibles, on a un écart qui est un peu réduit, mais qui est toujours présent. En regardant avec les autres variables protégées, ici l'origine, on voit qu'il y a des énormes écarts entre tous les groupes, que ce soit le modèle avec ou le modèle sans variable sensible. Pareil, pour l'état civil, on observe des écarts qui montrent que le modèle est discriminant envers certains groupes. Donc maintenant, si on applique la méthode de transformation des variables non sensibles et qu'on regarde les corrélations avec les variables sensibles, on voit que quand
quand on regarde avec les variables transformées, on n'a plus aucune corrélation entre ces variables transformées et les variables sensibles, comme dans le cas des données simulées. Donc maintenant, si on regarde à droite de la slide, on voit les résultats avec le modèle utilisant les variables transformées. Et on voit que les taux d'acceptation sont beaucoup plus proches entre eux en utilisant ces variables transformées. Il reste quelques écarts, bien sûr. Ça peut être dû à des dépendances non linéaires, par exemple. Et on peut, par curiosité, comme j'ai mentionné tout au début qu'il y avait un très grand nombre de définitions d'équité, on peut regarder une autre définition d'équité, par exemple l'égalité des chances, qui demande à avoir les mêmes taux de vrais et de faux positifs. Donc si on regarde seulement les faux positifs, et taux de faux positifs, sans les variables sensibles, on avait un écart où les femmes avaient un plus haut taux de faux positifs que les hommes. Et avec les variables transformées, on a un écart encore plus grand. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que c'est maintenant les hommes qui ont un plus gros taux de faux positifs. Donc ça montre bien que même si on atteint l'équité, la parité statistique, ici, on est beaucoup plus éloigné de l'égalité des chances. Et donc, c'est une petite démonstration, enfin, un petit exemple que les définitions d'équité ne sont pas toutes compatibles entre elles. Et si on regarde la performance du modèle, on voit qu'il y a une légère baisse de l'AUC qui montre qu'on a quand même un compromis entre équité et performance. Alors bien sûr, ça ne baisse pas beaucoup dans notre cas, mais on peut imaginer certains cas où on aurait une performance vraiment dégradée par l'application de méthodes d'équité. Donc, je vais conclure maintenant. Donc, la méthode est un succès. On a approché la parité statistique et donc on a atténué la discrimination indirecte selon cette définition. Dans notre méthode, c'était un modèle linéaire on a pris du coup pas mal d'hypothèses assez fortes pour le processus. Mais donc, il faut pouvoir étendre cette méthode à différents cas. Donc, par exemple, si on utilise des modèles plus complexes qui peuvent facilement détecter des relations qui ne sont pas linéaires entre les variables. Donc, dans ce cas, il faut aller au-delà de la simple décorrélation pour avoir l'indépendance. On était aussi dans un cadre de classification binaire qui n'est pas le plus utilisé en assurance. Donc, il faudrait également étendre à d'autres cas, par exemple des cas de régression. Et donc, la problématique est largement ouverte encore académiquement et réglementairement parce qu'il y a beaucoup de définitions différentes d'équité. On ne sait pas laquelle il faut utiliser, laquelle est la bonne définition, parce que pour l'instant, ça reste encore assez subjectif. Comme elles sont toutes incompatibles entre elles, en plus, ça pose des problèmes encore. Et enfin, pour finir sur une petite ouverture, on a une réglementation qui est en plein essor, avec par exemple l'AI Act en Europe, qui est en cours de rédaction, de vote, de discussion, et qui en fait cherche à définir, à classer les différentes activités, donc pas seulement pas seulement pour l'assurance, pour tous les secteurs d'activité, à classer ces secteurs ou certaines sous-parties des secteurs qui utilisent de l'intelligence artificielle au sens large en plusieurs niveaux de risque. Et si le secteur ou une sous-partie du secteur est classée en niveau de risque élevé, il faudra justifier de l'utilisation des données, des modèles, des résultats. Il faudra faire des recherches de biais, mesurer la discrimination directe et indirecte. Enfin, du coup, seulement indirecte, parce que la discrimination directe est facile à éviter. La bonne nouvelle, c'est qu'avec cette réglementation, c'est actuellement prévu d'autoriser la collecte des données sensibles
afin de mesurer les biais statistiques qui peuvent être créés par le modèle. Donc, c'est encore en cours, c'est un sujet très important. Cette réglementation va sûrement affecter l'assurance dans son ensemble, et notamment sur toutes les questions de souscription et de tarification. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vais prendre les questions s'il y en a maintenant. Pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas. Et même si vous avez des questions qui vous viennent plus tard ou si vous souhaitez discuter de ce sujet en général, je suis disponible et ouverte à la discussion. Là, j'ai une question sur est-ce qu'on a étudié les cas hors classification binaire? Dans le cadre de ce mémoire, on n'a pas étudié ce cas parce qu'on voulait se focaliser sur des choses qui restent plus simples dans un premier temps. Mais c'est prévu que peut-être il y ait d'autres mémoires qui reprennent ces travaux dans le futur pour, euh, pour étendre à d'autres cas. Il y a également beaucoup de papiers de recherche qui essaient d'appliquer des méthodes sur d'autres cas de régression, par exemple. Euh, Parce qu'en fait, les méthodes peuvent s'appliquer avant le modèle, pendant la modélisation ou après le modèle. Ici, on était dans un cas d'application d'une méthode avant le modèle. Et souvent, ce qui est très répandu dans les sujets de recherche, de ce que j'ai vu, c'était d'appliquer des méthodes pendant la modélisation, donc en appliquant divers types de pénalisation, par exemple. Et j'ai une question. Est-ce que SCORE a trouvé des cas d'usage dans la réassurance utilisant cette modélisation? Euh, eh bien, pour l'instant, ça reste assez théorique, mais le but, à l'ultime, quand il y aura encore plus de travail sur le sujet, et je sais que mes anciens collègues ont continué à avancer dans la recherche, c'était d'appliquer des méthodes de mesure de discrimination indirecte aux sorties des modèles pour ensuite essayer de corriger des biais dont on n'avait pas connaissance avant. Après, bien sûr, euh, là, on est un peu en avance par rapport à ce que la réglementation dictera, mais parce qu'on ne sait pas encore quelles mesures d'équité il faut utiliser et on ne sait pas encore quelles seront les choses qui seront obligatoires. Alors, voilà, j'ai plein de questions qui viennent d'un coup. Euh, Comment la transformation impacte l'interprétation des effets des variables non protégées? Bien sûr, les variables transformées n'ont pas une signification directe. Par exemple, quand on transforme l'âge, on aura des choses qui ne sont pas exactement l'âge et c'est pour ça que on a en fait en essayant de garder les variables non protégées transformées proches de leur ancienne version, c'était pour essayer de garder une cohérence et de permettre d'avoir une petite interprétation de ces nouvelles variables. Mais bien sûr, c'est la question d'interpréter les sorties des modèles, les coefficients, les résultats, c'est une question très importante et qui n'est pas évidente forcément quand on transforme les variables, on n'a plus exactement des choses concrètes, on va dire.
Quel est l'intérêt d'interdire la discrimination directe si cette discrimination peut être faite indirectement? Bah, je pense que on peut pas, on regarde le côté, quand on applique des modèles en assurance de tarification, il faut pouvoir expliquer, par exemple, aux assurés pourquoi ils ont eu telle prime, par exemple. Mais éthiquement, c'est inacceptable de dire vous êtes un homme, vous venez de tel pays, etc. Donc, vous avez cette prime pour ces facteurs-là. C'est pour ça que la discrimination directe est interdite. La discrimination indirecte, elle est plus difficile à détecter et, et on ne sait pas forcément s'il y en a. C'est quelque chose de très complexe, on va dire, mais euh, qui nécessite une analyse beaucoup plus poussée et qui, dont on se rend compte de plus en plus, mais dont on n'avait pas connaissance avant. Donc maintenant, on cherche des méthodes pour l'atténuer, pour l'éviter complètement. De quel type de discrimination s'occupe l'AI Act européen? Alors, de ma lecture, en tout cas, c'est de tout type de discrimination, de tout type de biais. Euh, et justement, les mesures de ces biais, de ces discriminations, les mesures statistiques ne sont pas encore définies, ou alors seront peut-être laissées à l'initiative la décision sera laissée à l'initiative de ceux qui réalisent les modèles et doivent justifier de leur non-discrimination. Donc, l'AI Act s'occupe de tous les types de discrimination. N'y a-t-il pas le risque que l'on perde trop d'informations pour que les données soient exploitables si le nombre de variables sensibles est élevé? Bien sûr qu'on peut perdre beaucoup d'informations. On a vu d'ailleurs que dans les deux cas qu'on a vus, que la performance baissait un petit peu dans notre cas. Bien sûr, si on supprime plein de variables, si on fait de nombreuses transformations, on aura perdu beaucoup plus d'informations. Mais actuellement, si on utilise des modèles qui ne regardent pas les variables sensibles, on aura également peu d'informations. Mais donc, je ne pense pas qu'on perdra trop d'informations et que les résultats seront inexploitables. Avez-vous examiné d'autres méthodes de transformation des données, notamment pour les corrélations non linéaires? Non, on n'a pas regardé dans le cadre de ce mémoire, parce qu'on voulait se focaliser sur un sujet précis. J'espère que je n'ai pas oublié des questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Euh, Comme je l'ai dit, je suis très contente de pouvoir discuter du sujet après si ça vous intéresse également. Et s'il n'y a pas d'autres questions, euh, on va vous libérer pour déjeuner peut-être pour certains. Et je vous remercie pour votre attention. Euh, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé et bonne journée à tous.